Sur les côtes de la baie de Tunis, un bâtiment semble s'extraire du rocher. À l'intérieur, un décor enchanteur, digne d'un palais des mille et une nuits. Et ces livres au titre évocateur, la musique arabe, véritable bible pour les musicologues. Il y a aussi cet objet personnel du maître des lieux, un instrument de musique rare qui a bien failli disparaître. Nous sommes chez le baron Rodolphe d'Erlanger, musicologue, esthète, défenseur des traditions locales de son temps. C'est l'histoire de cet homme au destin étonnant et de ce lieu que nous allons maintenant découvrir. Nous sommes en Tunisie, à Sidi Bou Saïd, petit village en bleu et blanc, situé près de la capitale, Tunis. À flanc de colline, on découvre cette demeure somptueuse. Nous pénétrons dans ce qui est aujourd'hui le centre des musiques arabes et méditerranéennes. Mounir Entati en est le conservateur. Il a rendez-vous avec un jeune musicien de seulement 12 ans. Bonjour et bienvenue à Enej Mazara. Dans quelques semaines, aura lieu dans le patio du centre le Festival des jeunes virtuoses, l'occasion de faire connaître de jeunes talents venus des deux côtés de la Méditerranée. Je dois te dire deux choses. Premièrement, tu vas faire l'ouverture du festival. Tu vas jouer du ranoun pendant 40 minutes. Et après toi, il y aura un musicien espagnol qui jouera du piano. Bon, je te laisse répéter. Aujourd'hui encore, on continue de perpétuer ici l'esprit d'ouverture et de dialogue entre les cultures que l'homme à l'origine de ce lieu n'a eu de cesse de défendre. Mounir nous emmène sur les traces de celui qui a construit ce palais pas comme les autres, le baron Rodolphe d'Erlanger. Le baron d'Erlanger est français de naissance, britannique de nationalité. C'est le fils d'un riche banquier d'origine allemande. Le baron, né en 1872. C'est le troisième enfant d'un banquier allemand ayant fait fortune en Tunisie. Si ses frères se destinent à la finance, lui préfère les arts et la peinture. Il vit à Paris, mais sa santé fragile le pousse à choisir un pays au climat plus clément. Il va succomber au charme de la Tunisie, où sa famille possède déjà des terres, et décide de s'y installer. Il entame donc les travaux de construction de ce palais en 1909. C'est un chantier sans précédent, gigantesque, qui allait demander 4000 pioches et 4000 pelles. Les travaux vont durer plus de 10 ans. Le baron va fouiller dans l'héritage artistique musulman, dont il ignore tout. Il va faire de ce palais un chef-d'œuvre à nul autre pareil. Autant la façade du palais est discrète et très sobre, autant ici on est frappé par l'exubérance des éléments de décor, que ce soit à travers ces parements en marbre rose, à la place des lambris de faïence qu'on retrouve dans les demeures traditionnelles, que ce soit à travers les frises de stuc ajourés et sculptés, que ce soit aussi au niveau de ces plafonds en bois peint, ajourés et sculptés, ou bien d'éléments architectoniques comme donc cette fontaine murale qui reprend la forme de la niche de prière de la grande mosquée de Cordoue en Andalousie.
Le baron va puiser dans le répertoire de l'architecture arabo-andalouse, marocaine et tunisienne. Il s'inscrit ainsi dans le grand mouvement orientaliste du XIXe siècle. Il appellera son palais Enej Mazara ou Étoile resplendissante. Devant cette beauté, cette harmonie, je me sens plus léger. Moi qui ne suis pas très religieux, en fait, ce que je vois me donne envie de prier. À l'étage, Mounir nous entraîne dans les salons privés. Ici, une étrange impression, comme si le baron venait tout juste de quitter les lieux, imprimant une fois de plus ses choix esthétiques. Mais c'est du côté de la chambre à coucher que notre regard est soudain attiré. Ce qui est peut-être le plus spectaculaire dans cette salle, c'est cette alcôve-lit qui est surmontée par une calotte en bois sculpté, en stalactite, muqarnas, en forme de ruche d'abeille, qui est donc recouverte de feuilles d'or. C'est une pièce assez rare qui aurait été montrée lors de l'exposition universelle à Paris au début du XXe siècle. Toutes les influences européennes sont ici balayées. Elles étaient pourtant très à la mode en Tunisie depuis le XVIIIe siècle. Mais le baron n'en a cure, son désir est ailleurs, capturer l'âme de l'Orient. Un bijou d'architecture légué par la famille à l'État tunisien en 1989 pour devenir un musée. Il est installé au cœur d'un des villages les mieux préservés de Tunisie, Sidi Bou Saïd. Historien et habitant du village, Kheireddine Anabi nous plonge dans son histoire à la grande époque de Carthage, située juste en bas. Sidi Bou Saïd, c'est le promontoire naturel qui protège la ville de Carthage et en particulier sa flotte. Avec la fin de l'Antiquité et la chute de Carthage, Tunis a pris le relais et ce promontoire a gardé sa place stratégique. Ce promontoire a attiré également les Mourabitoun, sorte de moines soldats, pour servir Dieu et pour la protection de la ville de Tunis. Parmi eux, Sidi Bou Saïd, qui donnera beaucoup plus tard son nom au village de Sidi Bou Saïd. Au début du XIXe siècle, Sidi Bou Saïd va très vite être convoitée par la bourgeoisie de Tunis. Elle va y construire ses maisons d'été afin d'échapper à la chaleur étouffante de la ville. En 1881, les Français s'installent en Tunisie. C'est la période dite du protectorat qui va durer 75 ans. À partir du milieu du XIXe siècle, les Européens vont découvrir le village de Sidi Bou Saïd, artistes, peintres, hommes de lettres, et le baron d'Erlanger qui arrive et qui tombe littéralement amoureux de ce village. Dans son architecture traditionnelle, il a senti une menace par le modernisme et il a demandé au bey, le roi de Tunisie, de décréter un texte pour la sauvegarde de ce village. Ce décret du 6 août 1915 fixe encore aujourd'hui le caractère urbain du village. Le baron a gagné son combat, ce ne sera pas le seul. Sous le charme de ce village, Rodolphe d'Erlanger va vouloir également le fixer sous les traits de son pinceau. Nous pénétrons dans l'atelier du peintre, un lieu fermé au public. Critique d'art, peintre, poète, Ali Louati est surtout un fin connaisseur du maître des lieux. Rodolphe d'Erlanger, comme peintre, a reçu une éducation artistique, une formation artistique à l'Académie Julian à Paris. Il y a acquis une formation traditionnelle, classique. Alors, une fois installé en Tunisie, il a changé totalement sa vision de peintre. Il est parti de cet orientalisme justement d'atelier, comme on voit là. C'est une peinture sombre, une peinture bitumeuse. Et cette peinture a évolué après, son style est devenu plus personnel. Mais ce que l'histoire retiendra de cet arabophile passionné,
c'est surtout son combat pour la préservation des musiques traditionnelles. Ali Louati nous entraîne dans le salon de musique, un véritable espace de réflexion et d'étude pour le baron. Son travail partait du malouf, qui est la musique classique tunisienne d'origine andalouse. Il en était littéralement amoureux et craignait qu'elle se perde. Et pour cela, il a réuni de grands artistes de cette tradition. Il les réunissait ici, dans ce salon de musique, pour répéter, apprendre, jouer. C'était un véritable orchestre. Et cette action a eu beaucoup d'influence sur l'avenir du malouf. Et en cela, il a été réellement un pionnier. Un pionnier et surtout un mécène éclairé. Il est le seul Européen en Tunisie à pousser la sauvegarde de ces musiques aussi loin. Il suit ainsi les traces de ces chercheurs orientalistes qui, à cette époque, étudient dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Nous partons pour la région du Kef, à 150 km de Tunis. Si le baron faisait venir les musiciens au palais, aujourd'hui, Mounir Entati, le conservateur, part à leur rencontre. Une façon de perpétuer cet héritage. Assalamu alaikum. Allah يسمحهم. لاباس عليك. شنو صح لاباس؟ شنو امورك؟ لاباس عليك وليدات لاباس؟ اهلا وسهلا. عسلامة. Rendez-vous a été pris avec ce groupe local pour un enregistrement sur le terrain en pleine campagne. 6 7 8 9 10 10 باهي يا سيدي مالا نبدو توب. C'est une chanson d'amour, c'est le sujet le plus récurrent évidemment. C'est une chanson qui a été créée dans cette région et je viens d'apprendre que le poète, il appartient à la tribu des Cherni de cette région. Cette chanson particulière n'a pas été enregistrée par la Phonothèque nationale avant, donc pour moi c'est pour compléter en quelque sorte ce puzzle, parce que nous sommes toujours à la recherche de pièces qui manquent pour reconstituer tout le puzzle de la musique tunisienne. Et au centre, nous considérons que nous sommes un peu les continuateurs de ce travail de pionnier que le baron a entamé au début du siècle. Moi, il m'arrive souvent de penser que son âme est en train d'être un peu survolée ce lieu. J'ai envie de me mettre un peu dans les souliers de ce précurseur et de ce pionnier. Si on ne protège pas notre patrimoine, si on ne cherche pas à le préserver, il va disparaître et on va perdre notre authenticité. Nous risquons de devenir, que Dieu nous en garde, comme le corbeau qui a perdu son pas en imitant celui de la colombe. Si on ne préserve pas notre histoire, je pense qu'on va s'égarer et perdre notre originalité. Soucieux de comprendre cette musique, le baron d'Erlanger va s'entourer des plus grands érudits tunisiens. Sa rencontre en 1914 avec cet homme va être déterminante. Ahmed El Wafi va devenir son mentor. Il est 20h, nous sommes à la Marsa, dans la banlieue de Tunis. Anas Rab est musicologue et directeur du Centre des musiques arabes et méditerranéennes au palais d'Erlanger. Il nous conduit à la Zawiya de Sidi Abdelaziz, un lieu de dévotion réservé aux seuls initiés. C'est là que le baron va découvrir les musiques religieuses et mystiques.
Cheikh Ahmed El-Wafi était baigné dans la musique mystique et confrérique grâce à son père qui était adepte d'une confrérie. Le Cheikh Ahmed El-Wafi initiera par la suite le baron d'Erlanger à la musique, cette musique confrérique et à la musique tunisienne et à toute la musique du monde arabe. Le baron d'Erlanger, du coup, ne pourra plus se séparer de Cheikh Ahmed El-Wafi pour essayer de comprendre les musiques arabes et il sera un personnage important dans l'élaboration de ses ouvrages concernant la musique arabe. La musique va devenir sa véritable passion. Il en sera son plus farouche défenseur face aux influences occidentales. Quand d'autres n'entendent que du bruit, lui perçoit sa richesse. La Tunisie a reçu le choc de notre culture. Elle en fut étourdie. La musique sera un des moyens de lui rendre sa stabilité morale. En 1930, après plus de 20 ans d'études, il rédige 6 volumes sur la musique arabe. Une somme encyclopédique et scientifique qui fait encore référence aujourd'hui. Devant l'intérêt de ses travaux, le roi Fouad Ier d'Égypte va charger le baron de préparer le premier congrès sur les musiques arabes. Il aura lieu au Caire en avril 1932. Un événement qui rassemble également des compositeurs et musicologues occidentaux comme Paul Hindemith et Béla Bartók. Mais le baron malade ne peut s'y rendre. Il va s'éteindre quelques mois plus tard, à l'âge de 60 ans. Il laisse derrière lui une œuvre d'exception. Direction un des hauts lieux du village de Sidi Bou Saïd. Anas Rab nous conduit aujourd'hui au Café des Nattes, autrefois fréquenté par Camus ou Simone de Beauvoir, et bien sûr le baron d'Erlanger. Comme le veut la tradition, chers visiteurs, nous allons saluer le prophète. Cette musique, c'est le Mjarad, qui est un ensemble de louanges à Dieu et au prophète, psalmodié ou chanté sans rythme. D'un point de vue mélodique, il est proche de celui utilisé dans le Malouf ou dans la musique arabo-andalouse ou dans la Méditerranée également. Le baron d'Erlanger, comme d'autres orientalistes de son époque, ont probablement essayé de comprendre la relation entre les cultures latines et arabes et les pratiques musicales de Sidi Bou Saïd au début du siècle. Retour au palais. En musicologue averti, le baron collectionnait également des instruments de musique traditionnelle. Depuis 30 ans, le musée a enrichi cette collection de plus de 250 instruments venus de toute la Tunisie. Aujourd'hui, c'est la plus complète du pays. Parmi la collection personnelle du baron, cet objet, le gougaï, un instrument originaire d'Afrique subsaharienne. C'est le seul et unique exemplaire original encore en Tunisie. Il y a quelques années, le centre a mis sur pied un atelier de lutherie dans l'enceinte du palais. Un atelier aux compétences très spécifiques. Ici, Rached, frappe ici. Non, pas comme ça. Mets le droit, je te dis. C'est le seul atelier-école du pays ouvert aux élèves de l'Institut supérieur de musique de Tunis. Je suis en train de travailler sur un rabeb. J'apprends la façon de le creuser après l'avoir coupé en deux. Il faut que l'artisan ressente le côté artistique. Et surtout, il faut qu'il aime ce métier. Moi, j'aime les instruments de musique et la musique en général, donc ça me plaît. Je sens que l'instrument est une partie de moi-même. Je le fabrique avec mes sentiments. C'est tout. L'enjeu pour le maître luthier, faire revivre des objets en voie de disparition et transmettre à ses élèves ce patrimoine. La collection du baron est pour eux essentielle. Cet instrument, c'est le gougaï. Il a 2 cordes. C'est un instrument monté sur une demi-sphère. Et il est fait avec de la peau de chèvre. En fait, on l'a pris au musée du baron. On pense que c'était le dernier exemplaire.
Alors, dans un premier temps, on l'a restauré, puis on en a fait une copie en plus grand, et ainsi, on a pu le faire revivre. Certains instruments demandent quelquefois une véritable enquête. Safa est étudiante en master. Elle a travaillé pendant plus d'1 an sur ce drôle de violon, un fakrun. Cet instrument est fait avec une carapace de tortue. Cela a une signification chez nous, car dans notre tradition, la tortue est censée éloigner les mauvais esprits et le mauvais œil. Pour créer cet instrument, je me suis inspirée du seul exemplaire que nous avons encore au musée du Baron. On a pris les mesures, mais ça n'a pas été facile car il ne reste plus qu'un seul instrument. Il n'y avait pas d'études, pas de documents, on a même dû imaginer certaines parties. En créant cet instrument, je contribue tout simplement à faire revivre le patrimoine musical de mon pays. Et ainsi, offrir aux gens la possibilité de les réutiliser aujourd'hui. Toujours à la recherche de ce patrimoine perdu, Mounir Ntati nous fait pénétrer dans la Phonothèque nationale située au Palais. Il tient à nous faire partager un document sonore très ancien. Je voudrais retranscrire les paroles de cette chanson. Donc, si tu pouvais me mettre la plage 4. La plage numéro 4. Numéro 4. Oui. À chaque fois que j'entends ça, j'ai vraiment la chair de poule parce que c'est l'enregistrement le plus ancien que nous avons ici à la Phonothèque nationale. Là, il s'agit d'une chanson qui a été enregistrée en Tunisie en 1903 par un musicologue allemand qui s'appelle Paul Traeger, qui était donc venu avec sa machine parlante, un phonographe à cylindre, et elle est chantée par une femme qui s'appelle Fatouma. Et je riais tout à l'heure parce qu'au cours de la chanson, elle est peut-être très émue de se retrouver devant cette machine, devant ce monsieur qui l'enregistrait. Elle s'arrête, elle dit « j'ai oublié ». Elle se prend un petit moment pour se rappeler le reste de la chanson. Ah, c'est un petit trésor. En véritable esthète, le baron collectionne également de nombreux objets. On en recense plus de 2200 dans tout le palais. Dans le patio, le jeune virtuose termine sa répétition. Du passé au présent, Enej Mazar, l'étoile resplendissante, lègue à la postérité un héritage artistique, unique en son genre.